Encore, c'est votre frère Denis Kalenga Wachipamba. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet. Pourquoi l'Africain est considéré comme un être inférieur ou moins intelligent comparé aux autres races? Premièrement, il faut comprendre que tout est psychologique. Tout est mental. Une fois que tu es convaincu de quelque chose intérieurement, dans ton subconscient, ça commence à se manifester extérieurement. La raison pour laquelle, si je te dis maintenant là, de commencer à penser en train de bailler, tu vas le faire pendant quelques secondes. Après, tu vas commencer à bailler. Ou si tu vois quelqu'un en train de le faire, ça va aussi t'affecter parce que tout est psychologique, tout est mental. Alors, les conscients et les subconscients de l'Africain a été programmé à se sentir inférieur et moins créatif, moins intelligent que les autres. Et ça, c'est un processus qui a duré 5 siècles, 500 ans. C'est normal que ce que l'Afrique est en train de traverser aujourd'hui, c'est juste des fruits, des graines qui ont été plantées il y a 500 ans. C'est dans la tête, c'est psychologique, c'est mental. Et si vous ne me croyez pas, nous allons faire une expérience. Il y a une expérience que j'ai faite il y a 2 ou 3 jours avec quelqu'un de très proche que je vais essayer de faire aussi avec vous. Essayons pendant quelques secondes. Toi qui es en train de me suivre, ferme les yeux et essaye d'imaginer un groupe de gens fainéants, un groupe de gens distraits, en train de perdre le temps, en train de faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Ferme juste les yeux et concentre-toi sur un groupe de gens, de fainéants, qui sont en train de faire de n'importe quoi, en train de perdre du temps. Juste un groupe de fainéants, peut-être en train de se bagarrer, en train de faire tout ce qui n'est pas nécessaire. Pendant quelques secondes, fais-le. Ok, maintenant, la deuxième expérience, pendant encore quelques secondes, essaie d'imaginer un groupe de gens, des savants, qui sont dans des laboratoires, en train de chercher des formules chimiques qui vont apporter des solutions aux problèmes du monde. Ou des savants qui sont dans des usines, des laboratoires ou des usines, en train de fabriquer des machines qui vont contribuer à l'avancement du monde. Je crois que toi-même tu es en train de rire parce que tu sais ce que tu as vu. Tu sais ce que tu as vu. Peut-être tu peux être parmi l'exception, mais 80% ou 90% des gens qui viennent de faire cette expérience ont vu dans le premier groupe des gens, des fainéants, des distraits, ils ont vu des Africains. Dans le deuxième groupe, ils ont vu des Blancs. Si toi, ce n'est pas le cas, félicitations. Ta psychologie, ton mental est déjà dans la route du délavement ou de lavage. Mais 90%, 90% ont vu des Africains dans les groupes des gens en train de faire des choses inutiles, des Blancs dans les groupes des savants, dans des laboratoires, dans des usines. Vous comprenez que c'est psychologique. Selon toi, qu'est-ce qui te pousse à voir les Africains dans les groupes des fainéants et les Blancs dans les groupes des intelligents? Tu penses que maintenant là, si tu prends un enfant qui est encore innocent, un bébé, bien sûr le bébé ne saura pas faire cet exercice, mais ce que j'essaie de te dire est que ce que tu viens de voir, c'est juste les fruits des choses qui ont été alimentées à ton cerveau, à ton mental, à ton conscient et subconscient depuis que tu existes. Ça a été alimenté
à l'école, on t'a appris des choses horribles concernant l'Afrique. Que les Africains ne s'habillaient pas, les Africains marchaient ni les Africains c'était des sorciers, les Africains ceci, cela. Ce qui est purement faux parce que nous connaissons déjà l'histoire, nous avons déjà notre propre histoire. C'est ce qu'on t'a appris à l'école. On t'a montré, on t'a fait croire que l'histoire de l'Afrique a commencé avec l'esclavage et la colonisation. On ne t'a pas parlé des grands empires que nous avons construits. On ne t'a pas parlé des grandes civilisations que les autres peuples avaient trouvées en place et en ordre. Et c'est écrit chez eux. Parce que moi, je pars dans des musées, dans des bibliothèques, et je lis, et je vois ce que les historiens de l'époque disaient concernant l'Afrique d'avant l'esclavage et la colonisation. Nous étions les peuples les plus organisés et les plus civilisés du monde. Mais cette histoire-là, on te l'a cachée. On t'a présenté que tu as toujours été esclave et colonisé. On t'a appris à lire et à écrire. On t'a appris à t'habiller. Donc, les gens sont arrivés, ils ont pris certaines personnes en otage, ils ont attaché des chaînes, ils ont enlevé des habits, ils ont pris des photos. Et c'est ce qu'on a décidé de te montrer à tes enfants, tes petits-enfants. Et maintenant, dans ton subconscient, tu penses qu'ils ont toujours été comme ça. Non. Le peuple africain était un peuple développé, civilisé, en ordre. On était tellement conscient et avec une civilisation tellement grande, un degré de moralité que nous n'avions même pas de prison. Imaginez, c'est écrit. Les historiens ont écrit que ces gens-là n'ont même pas de prison tellement il n'y a pas de brigands. On ne sait pas comment ils y arrivent. Alors, si vous avez fait cette expérience et vous avez vu dans les premiers groupes des Africains, dans les deuxièmes groupes des Blancs, ma question est, si toi, premièrement, en tant qu'un Africain, tu considères ton groupe ou ta race inférieure, inutile, moins intelligent, comment espérer que les autres te donnent le respect? Comment espérer que les autres te croient quand ils disent que tu veux aller chez eux pour visiter? La raison pour laquelle ils vous refusent des visas, parce qu'ils savent déjà ce qui est intérieur de vous. Vous vous sentez déjà inférieur. Et quand tu te sens inférieur, ça se communique. L'énergie se communique. Mais bien sûr, tout cela ne peut pas changer juste parce que Denis Kalenga est en train de vous dire de changer. Non. Il faut mettre un processus en place pour qu'on puisse délaver tout ce qui est dans nos cerveaux. Parce qu'il y a de l'espoir. Pourquoi il y a de l'espoir? Nous savons au moins que tout ceci a un point de départ. Ça n'a toujours pas été comme ça. Il fut un temps, nous étions les plus doués, les plus intelligents. Nous étions ceux qui donnaient la connaissance aux autres. Donc il y a de l'espoir parce que nous pouvons déjà aller jusqu'au point de départ et savoir c'est à partir d'ici que ça a commencé. Donc ce n'est pas fatal, ça n'a toujours pas été comme ça. Et comment y arriver? Si on fait un état des lieux, bien sûr pour le moment, nous sommes chaotiques parce que bien sûr, comme je viens de le dire, pendant 500 ans, on nous a rempli des choses qui nous ont poussés à nous haïr nous-mêmes, des choses qui nous ont poussés à nous sous-estimer, des choses qui nous ont poussés à nous voir inférieurs. Mais moi, je vais vous dire, moi, je travaille avec d'autres races et moi, je me suis déjà considéré non pas supérieur à d'autres races, mais égal. Et donc j'arrive dans une compagnie, je structure la compagnie, je fais avancer la compagnie et tout le monde me donne le respect. En me regardant, ils se disent non, ça c'est un égal ou peut-être même il est plus doué. Comment je peux faire pour transmettre cet état d'esprit à toute la jeunesse africaine? Peut-être pour moi c'est impossible. Mais si nous nous mettons tous ensemble, cela peut être possible. Parce que je vais vous dire une chose. Je travaille avec d'autres races. Premièrement, je travaille avec les Africains, mon peuple. Je travaille avec les Européens, je travaille avec les Américains, avec les Arabes, avec les Chinois, avec les Russes. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de vouloir mettre ensemble. Mais la chose dont je me suis rendu compte est que, de nature, ces gens ne nous détestent pas. C'est juste que nous, étant donné ce que je viens de vous expliquer, nous nous sommes déjà prédisposés
à être utilisé. Donc quelqu'un qui de nature ne te déteste pas, ne te haït pas, mais il te trouve dans un état d'esprit inférieur, tu te considères toujours inférieur, tu te considères toujours que c'est lui ton maître, tu le considères tellement supérieur à toi, et bien son instinct de survie va le pousser à prendre cette opportunité et t'utiliser. Mais quand il te trouve, ton état d'esprit est tellement élevé, il va te respecter. Vous pensez que les joueurs de l'équipe de France, les collègues d'Mbappé, les regardent comme un joueur moins qu'eux? Non, parce que son état d'esprit, il s'est déjà élevé en état d'esprit. Bien sûr, il y aura toujours des racistes qui vont dire ce qu'ils ont à dire, mais on ne va pas se mêler de ces immoraux, de ces inconscients. Mais l'état d'esprit de l'Africain, comment on peut délaver un processus qui a pris 500 ans pour être mis en place? Parce que tout ce qu'on nous a enseigné, c'était pour nous garder soumis. Parce que si vous vous rendez compte, même les systèmes éducatifs que nous avons maintenant, c'est le même système éducatif qui avait mis en place quand on était sous la colonisation. Donc, le système éducatif qui nous avait été donné pour que nous soyons juste à mesure de comprendre les maîtres, de servir les maîtres, donc par maître je veux dire les colonisateurs, de comprendre ce qu'il veut. Donc il nous a enseigné assez pour comprendre ses désirs, sa volonté et pour faire ce qu'il veut que nous puissions faire. Maintenant, il est parti. Et c'est ce même système éducatif que nous espérons utiliser pour être maîtres de nous-mêmes, parce que nous, on doit être des maîtres. Mais nous différemment des autres peuples, Dieu ne nous a pas créés cruels. Il nous a créés des gens qui sont accueillants. Donc quand nous serons des maîtres, nous ne serons pas des maîtres des autres peuples. Nous serons des maîtres de notre propre destinée. En travaillant avec d'autres peuples d'égal à égal. Si nous arrivons à élever notre état d'esprit à ce niveau-là, d'autres peuples vont sentir ça et ils vont nous donner le respect. Le respect, ça se mérite, ça ne se demande pas, ça ne se négocie pas. Le Japon avait été frappé. Ils se sont dit, on doit maintenant élever notre état d'esprit. Aujourd'hui, le Japon est parmi les pays les plus puissants du monde. Ils se sont battus pour leur respect. Et moi, ce que je peux dire, à l'Afrique en entièreté, on peut commencer que par être unis. Mais comment être unis? On doit mettre en place un mécanisme qui prône l'unité, la fraternité. Et comme j'ai suggéré il y a quelques jours, on commence par quoi? Par la chose qui fait que les gens puissent se sentir qu'ils appartiennent à un même groupe. La langue. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte que même quand vous êtes à l'étranger, ailleurs, à un aéroport ou quelque part, et que vous écoutez quelqu'un qui parle la langue de chez vous, vous sentez que vous êtes encore unis, tu veux parler à la personne, tu es peut-être en Chine quelque part, en train de faire tes achats, ou tu es en Amérique, en train de faire en vacances, et quelqu'un passe en train de parler Swahili ou Lingala, ou la langue de chez toi. Directement, tu regardes la personne, tu veux la parler, tu te sens uni à la personne. Parce que la langue est puissante. Et moi, je crois, nous devons commencer sur cette base-là. Nous avons une langue, le Swahili, qui est parlée déjà dans 12 pays africains. Faisons du Swahili la langue panafricaniste. La langue que n'importe quel Africain, en Afrique, en dehors de l'Afrique, doit parler. Si les chefs d'État se mettent ensemble et se disent maintenant dans chaque école, chaque enfant à partir de l'école maternelle doit apprendre le Swahili pur, dans 10 ans, nous aurons des enfants partout en Afrique qui parlent le Swahili. Que l'enfant soit au Bénin, il peut parler avec l'enfant qui est au Cameroun. Donc, on peut communiquer. Et c'est ça l'unité, c'est ça la fraternité. À partir de ça, nous serons en mesure de faire tomber beaucoup de choses qui nous empêchent d'avancer. Je sais que l'Union africaine a déjà voté cette loi et j'encourage l'Union africaine. Si j'avais le pouvoir de rencontrer les chefs d'État africains, je les dirais c'est maintenant, il faut que ça soit concrétisé. En 1960, Julius Nyerere avait proposé ça. Mais nous sommes en 2023, c'est toujours pas concrétisé. Chers chefs d'État, ce que nous sommes en train de faire, c'est pas pour nous. C'est pas pour la génération actuelle. C'est pour nos enfants et nos futurs enfants. D'autres peuples ont déjà des projets civilisationnels. C'est quoi notre projet civilisationnel en tant que continent? Où est notre volonté de puissance? Nous devons faire éclater notre volonté de puissance. Nous devons vouloir être puissants. Concrétisons ceci. Rendons Swahili la langue panafricaniste et vous allez voir ce qui va suivre après ça. Et ça ne demande pas beaucoup de choses. Il suffit juste que maintenant, dans beaucoup de pays, nous avons des langues qu'on apprend à l'école, des cours d'option, des langues qui n'ont aucune utilité. Chez moi, au Congo, cours d'option, latin. Pourquoi?
Et c'est la langue la plus importante, le latin. Pourquoi faire? Bien sûr, on peut comprendre l'anglais, ok, ça va, parce que, comme je suis en train de dire, on sera obligé d'aller travailler avec d'autres peuples. D'égal à égal, on doit être à mesure de communiquer même dans leur langue pour faciliter les échanges économiques. Mais le latin, un élève qui est en train d'étudier de la 3e secondaire en 6e le latin au test national pour avoir un diplôme d'état, le latin comme cours d'option, ça l'aide à faire quoi? Nous sommes encore à l'Empire romain, là où Constantin Ier devait dicter ce qui doit être, la langue du peuple. Remplaçons toutes ces choses-là par les Swahili. Ayons les Swahili, donc à partir des premières maternelles, juste LD ou je ne sais pas, doctorat quoi, les Swahili doit être une langue d'option, un cours d'option, une langue apprise à l'école, les Swahili purs. Allez en Tanzanie, vous allez avoir des bons professeurs, n'importe qui peut devenir. Donc, il faut juste que vous puissiez l'apprendre comment se comporter d'une manière pédagogique. Nous allons former une Afrique qui parle une seule langue. À partir de cette unité, il y a beaucoup de grandes choses qui vont être possibles. Et ça, c'est un projet même qu'on peut accomplir dans 5 ans. Ça ne nous demande pas 10 ans, 50 ans, 100 ans. Mais si dans 5 ans, après 5 ans, nous avons déjà une Afrique qui est en train de parler une seule langue, peut-être pour les adultes qui sont dans des pays là où on n'a jamais parlé Swahili, ça sera difficile. Mais les enfants, un enfant qui est encore à l'école maternelle aujourd'hui en primaire, il a beaucoup de chances dans 5 ans d'être éloquent en Swahili. Et maintenant, partout en Afrique, nous avons une jeunesse qui est en train de parler la même langue, une jeunesse qui peut communiquer, avoir une même vision. Qu'est-ce qui nous sera impossible? Pensez-vous qu'encore dans 10 ans, vous allez fermer les yeux et voir dans les groupes de fainéants des Africains? Non. Si on met ceci en action et que dans 10 ans, rien ne change en Afrique, insultez-moi. Mais je suis sûr et certain que c'est la clé de notre unité. C'est la clé de notre dignité. Bien sûr, ce n'est pas le seul projet. Il y a beaucoup de projets que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Mais commençons, faisons le premier pas. Cher chef d'État, si par chance cette vidéo peut vous atteindre, faites quelque chose. Merci. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ingeta Africa. Je serai toujours là chaque jour. Donnez-vous cette discipline de venir à la chaîne et écouter quelque chose qui va vous édifier en tant qu'un Africain. Ayons un projet civilisationnel. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Ingeta.